Alors, vous avez le titre, et puis effectivement, on va passer tout de suite au deuxième slide. Ça sera beaucoup plus simple, qui concerne le plan d'intervention. Alors, vous dire en guise d'introduction que la communication de ce jour me permet de prolonger une réflexion entreprise depuis de nombreuses années sur le process d'informatisation sociale, puis de ce qui est appelé aujourd'hui la numérisation de la société. En cela, je remercie les organisateurs pour leur invitation, et en particulier Éric Georges et Michel Sénécal, ainsi que l'ensemble de l'équipe du CRECI, sans oublier Lemna, qui est une virtuose du mail. Alors, en guise d'introduction, 3 précisions s'imposent dès à présent. La première est que les recherches que je mène s'intéressent moins à la technique informatique, aujourd'hui on dirait peut-être numérique, même s'il est nécessaire d'en comprendre les modalités de fonctionnement, les logiques matérielles, logiciels et des réseaux, qu'à l'informatisation sociale en tant que telle. Alors, informatisation sociale, qu'est-ce qu'il faut entendre? Un processus historique de longue durée qui a favorisé la diffusion de l'informatique dans la société, tout en prenant en compte les enjeux techniques, organisationnels, socio-économiques, juridiques et, bien sûr, les dispositifs communicationnels. La deuxième précision est que mes investigations ont porté non pas sur cette vaste étendue que représente cette nébuleuse aujourd'hui qu'on appelle le numérique, mais principalement sur un périmètre plus restreint qui se limite aux seules technologies numériques d'information de communication. C'est donc l'acronyme TNIC et ne prend qu'à la marge, en tout cas mes recherches ne prennent qu'à la marge, les objets connectés, par exemple dans le domaine de la santé ou du bien-être. Troisième précision est qu'ayant étudié les grandes étapes de ce processus d'informatisation sociale à différentes époques, années 70-80, la télématique, années 90-2000, en quelque sorte, l'autoroute de l'information, et aujourd'hui, ce qui est appelé la numérisation généralisée. Cela me permet d'apporter, avec recul, quelques éléments réflexifs. Peut-être dernier point à indiquer sur l'introduction, c'est que la caractéristique de mon intervention fait que je vais vous transmettre aucun résultat de cette recherche, et vous comprendrez pourquoi à la fin. Alors, après l'introduction, question, informatisation sociale, numérisation généralisée de la société, 2 process différents, point d'interrogation, ou nouvelle étape d'un même processus de rationalisation. La réponse à ces questions, c'est que la numérisation de la société doit être appréhendée, en tout cas c'est mon avis, non pas comme un process différent, mais comme une étape nouvelle du processus d'informatisation sociale qui a commencé, alors là, les experts ne sont pas forcément d'accord entre eux, je dirais, entre les années 1960 et 1970. Et de ce fait, il en ressort à la fois des continuités et des discontinuités de ce processus. Alors, je ne vais pas énoncer toutes ces continuités et discontinuités, prendre simplement quelques exemples. Côté continuité, pour illustrer mes propos, l'étude de la manière dont est pensée et conduite la numérisation de la société fait ressortir des constantes déjà rencontrées lors d'autres étapes de ce process, que ce soit en télématique et autoroute de l'information. Par exemple, la notion de grand projet, la question de l'inflation des productions discursives, du rôle incontournable de l'État, même si les politiques ne sont plus les mêmes d'une certaine manière, la centralité de la notion de convergence. Tout cela a permis d'affirmer que nous étions confrontés à la reconduction d'un grand projet avec la numérisation généralisée de la société et pas simplement, en quelque sorte, à une avancée strictement technique. Ainsi, la numérisation ne serait qu'une étape qui s'inscrit dans une temporalité beaucoup plus longue du processus d'informatisation sociale. Côté discontinuité, toujours pour continuer à illustrer mes propos, la mise en place d'un système de communication articulant cette fois plateformes et réseaux sociaux favorise l'industrialisation de la mise en relation qui avait jusqu'à présent échappé à ce processus massif. L'importance prise par la prolifération des plateformes d'intermédiation web et bien évidemment mobile, il ne faut surtout pas l'oublier. Les plateformes mobiles et puis le smartphone ont joué un rôle considérable pour développer cette numérisation généralisée. Tout cela laisse entendre que nous sommes confrontés bien également à un deuxième processus qu'on pourrait qualifier de plateformisation de la société et qui articule, en tout cas c'est ce que j'avais défendu lors d'un congrès de la SLF à Montréal en 2016, à savoir qu'il y avait une forme de production qui était l'appariement, une technicisation, rationalisation de la mise en relation,
un modèle socio-économique souvent dominant qui était effectivement le courtage, mais il n'était pas unique d'une certaine manière, des productions discursives conséquentes, et puis bien sûr, on l'oublie trop souvent, des utopies qui accompagnent un processus d'idéologisation qui est à l'œuvre dans le cadre de cette numérisation généralisée. Alors, autre question, pertinence des études en SIC pour appréhender la numérisation généralisée. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, les recherches en communication ont consisté, en matière d'informatisation sociale, et j'insiste bien là-dessus, à questionner avant tout, et conjointement ou non, la constitution de l'offre et les stratégies industrielles, les politiques publiques et la mise en marché, par exemple, les conditions d'acceptabilité et d'appropriation sociale, mais aussi les conditions de diffusion de ce qu'on appelait à l'époque les TIC, d'une certaine manière, et leurs usages, ou encore on privilégiait l'étude du contrôle social. Par exemple, certains chercheurs, dans les années 90, je pense à Jean-Guy Lacroix, je pense à Gaëtan Tremblay et d'autres, à l'époque, ce n'était pas le CRISIS, c'était le GRISIS, donc, si ma mémoire ne me fait pas défaut, donc avaient effectivement identifié, je dirais, 6 étapes périodisant le processus d'implantation et la formation des usages dans un temps long, ce qu'on appelle des TIC. Alors rapidement, élaboration d'un projet social, ensuite établissement d'une norme technique, mise au point d'un prototype, amorce de la socialisation, première phase de commercialisation, et puis généralisation qui se réalise toutefois sans qu'il y ait un aspect totalement généralisé. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, la mise en marché de nouvelles techniques ou d'applicatifs ne suit pas, en quelque sorte, cette procédure décrite trop rapidement. Ce qui fait que la numérisation généralisée a mis à mal la pertinence de certaines orientations de recherche, puisque le cadre n'est plus le même. De même que la miniaturisation et la démultiplication des supports adaptés à la mobilité, micro-ordinateurs portables, tablettes, smartphones, le fait que le numérique fait partie, en grande partie, intégrant notre vie quotidienne, en tout cas dans les pays occidentaux et industriels, et qu'on est face également à une mise en marché effrénée de produits et de services, le plus souvent gratuits ou à faible coût. Le contexte très fortement concurrentiel nous oblige en quelque sorte à développer d'autres orientations de recherche. Alors, sans être exhaustif, il est possible d'en identifier 3 principales, encore en émergence en sciences de l'information et de la communication, mais qui semblent prendre aujourd'hui une certaine importance. La première, ce sont les études consacrées à un trio que je peux qualifier de big data, algorithme, machine learning, voire par exemple les écrits de Cardon, notamment sur la question des algorithmiques. Ces études s'inscrivent dans le prolongement des réflexions antérieures menées sur la question de l'informationnalisation. Je peux citer Bernard Miège, Gaëtan Tremblay dans ce domaine-là, et interroge tout à la fois sur le codage et la société, et dont la manière la société se produit. C'était Fabien Richet qui indiquait que le big data est un dispositif de décodage généralisé et qui est tout à fait exact. Deuxième type d'études que l'on voit en émergence, qui sont un peu moins formalisées, mais qui donnent quelques éléments intéressants, ce sont les études qui traitent de ce qu'on peut appeler l'économie de l'attention, en se référant à des travaux comme Herbert Simon ou ensuite Goldhaber, et qui semblent être la base du commerce en ligne. Elles tentent d'articuler en quelque sorte les business models avec les stratégies de communication et un marketing relationnel pour capter l'attention des individus avec de nouvelles formes de publicisation, et ce, à grande échelle. L'économie de l'attention pourrait être un nouvel horizon du capitalisme, point d'interrogation. En effet, se rendre attentif à une information, si on en croit un certain nombre d'auteurs, à une proposition, c'est aussi de lui donner de la valeur. En tout cas, c'est ce que nous indique notamment Citon. Troisième type d'études qu'on peut effectivement identifier, les études qui, sous l'appellation générique d'humanité numérique, plus particulièrement, je pense au Cultural Analytics, possibilité de faire de la recherche à partir de grandes masses de données, ou encore les Digital Methods, création de méthodes spécifiques pour appréhender les objets numériques. Alors, bien sûr, ça permet d'observer en ligne et d'étudier à distance les usages des TNIC, les pratiques sociales dans un monde qui est numérique. Ces approches interpellent bien évidemment les SIC, tant par les objets de recherche étudiés que sur la manière de faire
en sciences avec le numérique. Si vous souhaitez poursuivre un peu cette réflexion, je vous recommande une excellente revue, la revue TIC et Société, qui avait publié en 2013 un numéro dans ce domaine-là, qui a été coordonné par notre collègue Hélène Bourdelois. Alors, ces 3 orientations sont intéressantes, selon nous, mais portent parfois une vision un peu trop utilitariste, ne rendent pas compte de l'importance prise par l'opulence relationnelle et l'hyperconnectivité. Source d'un contrôle social inégalé, toujours plus insidieux, et encore moins de la dimension environnementale qui est trop souvent absente. Rappelons que ces échanges ne sont rien immatériels, comme nous l'avions montré dès 2013 dans un colloque. Je pense que c'était également à Montréal, mais je n'en suis plus tout à fait sûr. Ajoutons également que ces orientations ne contribuent pas également à une compréhension plus transversale et globale du process de numérisation généralisée de la société. Très souvent disruptif et des enjeux qui en découlent. Nous souhaitons, pour toutes ces raisons, trop rapidement sans doute évoquées, et dans le format imparti, esquisser une autre perspective de recherche, l'écologie de la sollicitation. Alors, voyons ce que recouvre cette esquisse d'une nouvelle orientation de recherche pour une écologie de la sollicitation. D'abord, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que l'originalité de l'orientation proposée est qu'elle part du principe que les enjeux sont abordés par le prisme des pratiques relationnelles et communicationnelles, tout en s'inscrivant dans une approche critique, puisqu'elle a vocation à questionner, à interroger les sollicitations incessantes et très productivistes en provenance d'annonceurs, des industriels de la communication, des agences de communication, des collectifs les plus divers, sans oublier tout à chacun, c'est-à-dire vous et moi, puisque tout usager peut devenir récepteur et contributeur, bien sûr, s'il le souhaite. Alors, sur l'hypothèse, enfin plutôt l'hypothèse sur laquelle repose notre travail de recherche, peut se résumer de la manière suivante. Bon, c'est peut-être un petit peu trop lapidaire, mais ça me permet peut-être de bien comprendre la situation. C'est que l'Internet, instrument concret d'échange, favorise un habitus relationnel important et des sollicitations nombreuses à partir d'applicatifs et de services les plus divers qui participent à l'augmentation des rythmes de vie par l'augmentation du nombre d'épisodes d'action et ou vécus par unité de temps et par le sentiment d'urgence, immédiateté, réactivité, interactivité qu'il en résulte. Et bien sûr, je me réfère également à un certain nombre d'écrits de Hartmut Rosa en la matière. Quant au mode d'activation, il résulte de sollicitations incessantes et, si possible, ininterrompues pour démultiplier quoi ? Eh bien, les mises en relation, à tel point que certains individus, en tout cas les entretiens le montrent, certains individus sans connexion se retrouvent démunis, se retrouvent dépourvus, voire même, entre guillemets, dépressifs. Bon, là, je caricature un peu. Alors, passons maintenant sur, sur les éléments, enfin, comment dire ça, sur la manière de s'y prendre dans la recherche, à savoir que nous sommes partis de l'analyse concrète de l'agir communicationnel pour étudier cette numérisation généralisée. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal qu'on ne soit pas parti plutôt de l'offre technologique, des applicatifs ou des services en ligne. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, on a préféré, en quelque sorte, partir de cette analyse concrète de cet agir communicationnel, tout simplement parce qu'il nous a semblé important d'explorer des réalités concrètes pour essayer de comprendre, en quelque sorte, les modalités de fonctionnement. Alors, il y a plutôt 4 éléments qui sont apportés à connaissance. Pour quelles raisons on est passé par l'analyse de cet agir communicationnel. Premièrement, rappelons tout d'abord qu'à chaque instant, les usagers des réseaux doivent faire des choix entre acceptation et subordination pour accéder aux nouveaux services en ligne, en contrepartie d'un traçage de leurs données qui sont ensuite traitées ou retraitées, exploitées et commercialisées. La deuxième raison, indiquant ensuite la nécessité de prendre en compte 2 problématiques qui
se répondent, en tout cas que nous souhaitons effectivement mettre en relation. La première est celle du sujet et de son émancipation, ou tout du moins de la subjectivité de la libération qui anime les individus, problématique chère à André Gorz notamment. Et puis la deuxième est l'avènement du néolibéralisme, alors peut-être pris moins comme un nouveau stade du capitalisme que comme type de gouvernance des conduites, comme l'a formulé Foucault. Puisque l'internaute est sommé de répondre aux sollicitations, aux besoins, aux commandements, selon des formes et des normes qui sont de plus en plus préétablies. Troisième raison, précisons ensuite l'intérêt d'identifier, au-delà des usages, avant tout les pratiques sociales. Pratiques sociales amicales, professionnelles et culturelles, et également les médiations qui s'organisent autour de la triptyque suivante: gratuité d'accès ou de contenu, sollicitation individualisée très productive et parfois insoutenable, et puis bien entendu la production de traces ou de données. Quatrième élément à prendre en compte également, pourquoi on est passé par l'analyse de la géocommunicationnelle, soulignons enfin que la prise en compte des mécanismes induits par les pratiques relationnelles et communicationnelles sont loin d'être virtuels au niveau du numérique et ont des conséquences très matérielles qui ne sont pas sans incidence sur la production des gaz à effet de serre, source de réchauffement et de dérèglement climatique, qui sont trop souvent ignorés. Par exemple, dans certains pays occidentaux, on part d'un principe que les utilisations de ces techniques, c'est à peu près 14%, 15% de la facture électrique d'un foyer. L'objectif étant de constituer, ou de contribuer plutôt, par cette approche, à une meilleure compréhension du processus de numérisation généralisée de la société. En termes de positionnement retenu, alors je vais peut-être aller un peu plus vite, parce que s'il me restait que 5 minutes, il me reste plus que 4 maintenant. Alors, pour rendre compte de ce qui se déroule sur la scène internétique, il était possible de recourir à une approche marxiste. Elle y verrait très certainement une aliénation, une extension de la marchandisation, car de ce côté-là, la logique capitaliste dit bien ce qu'elle est. Mais elle a un inconvénient majeur, elle ne permet pas d'expliciter véritablement cette hyperconnectivité qui oblige l'individu à solliciter et à être sollicité. Quant à l'approche foucaldienne, nous a paru plus pertinente et opérationnelle, en particulier lorsqu'elle montre que le projet du néolibéralisme consiste à généraliser ce que Foucault a appelé la forme entreprise à tous les aspects de l'existence. Ainsi, l'entreprise ne doit plus être perçue simplement comme une institution, mais avant tout comme un modèle social qui soumet la société à la dynamique concurrentielle. L'individu doit être l'entrepreneur, pour ne pas dire l'auto-entrepreneur de lui-même. Entrepreneurialité, à chaque fois je bute dessus, est ainsi une force économique, mais avant tout une force morale et politique. En découle l'imposition d'une norme concurrentielle, de la norme concurrentielle, à savoir ainsi les relations numériques incessantes obéissent à la norme concurrentielle, en permettant à tout individu de se démarquer de se singulariser, mais aussi de se saisir de nouvelles opportunités, de faire des rencontres possibles, de combattre des inhibitions, de renouer avec des connaissances perdues, de partager soucis et craintes, de cultiver les mêmes espoirs ou les mêmes luttes. L'idée aussi, c'est ne pas rester anonyme, se rendre visible, se distinguer, sont les principales caractéristiques de la norme sociale néolibérale qui prône la concurrence et la compétition comme idéologie. Il me reste combien de temps ? Parfait. Donc, s'il ne reste plus que 2 minutes, je passe directement à la conclusion. Et la conclusion, c'est un algorithme de conclusion que je vous propose. Je vais donc recourir à un algorithme mis au point par Amazon. C'est-à-dire que si vous avez apprécié cette communication, alors vous devez acquérir dans les mois qui viennent l'ouvrage que je viens de boucler avec ma collègue Geneviève Vidal et dont le titre devrait être, puisqu'on n'a pas encore de confirmation de la part de l'éditeur, c'est tout récent, Hyperconnectivité, enjeux économiques, sociaux et environnementaux, publié sur support papier et support numérique, et qu'on peut trouver, je suppose, dans toutes les bonnes librairies et à distance. Je vous en remercie.